Dans cette crise sanitaire, les caisses de l'État se sont vidées évidemment à vitesse grand V pour éviter un effondrement de nos économies. Eh bien, la recette anti-crise du FMI va en surprendre plus d'un puisqu'elle consiste à taxer temporairement les plus riches. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors même le FMI, qui n'est pas une institution réputée comme étant communiste, veut taxer les plus riches donc pour améliorer la reprise. J'imagine que ça devrait vous réjouir. Pourtant, Bruno Le Maire est contre, nous dit-il. Est-ce qu'il a forcément tort ? Son argument, c'est celui de la convergence. Il dit les Anglais et les Américains augmentent les impôts des riches et l'impôt sur les sociétés. Et en faisant ainsi, bien finalement, ils se rapprochent de nous, de notre régime fiscal, parce que nous, la France, on est plus fiscalisé que les autres. Et donc Bruno Le Maire s'en réjouit, car mécaniquement, comptablement, la compétitivité et l'attractivité de la France augmentent par rapport aux autres. C'est un argument technique auquel il faut bien sûr ajouter un argument de campagne. Pour ne pas se mettre à dos l'électorat de droite, par exemple l'électorat LR, il y a le profil de Xavier Bertrand qui se dégage à l'horizon. Il ne pouvait pas revenir sur l'idée d'ANISF, d'augmenter l'impôt sur les sociétés, qu'il a lui-même déjà baissé en début de mandat. Donc ce serait à la fois assez brouillon et finalement très peu politique. Donc il y a, je dirais, un argument technique de la part de Bruno Le Maire et puis, je dirais, une stratégie politique. Ah, donc, politiquement, ça peut s'entendre, peut-être se comprendre pour certains, mais économiquement, Franck ? D'abord, permettez-moi, David, de relever un élément un peu cocasse. C'est-à-dire que c'est les pays de la libre entreprise par excellence, dont il fallait à tout prix s'inspirer, s'incliner à la japonaise, qui décident d'augmenter les impôts. Alors, d'un seul coup, mais je vous coupe, avec des taux d'imposition qui sont beaucoup plus bas que les nôtres. Oui, je suis bien d'accord, mais il y a une dynamique. Est-ce qu'il serait trop idéologue? Est-ce qu'il serait anti-économiste, anti-économique? Johnson, Biden, qui, entre nous, ne sont pas du même bord politique, et qui pourtant pratiquent la même politique fiscale, ont compris en fait qu'un pays qui prospère, c'est un pays où il doit régner une forme de paix sociale. Et je pense que c'est l'argument du FMI aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un argument économique, mais il y a un argument de paix sociale. Ce qui s'est passé en termes de redistribution, pour le dire simplement, c'est que depuis le confinement et le Covid, en particulier en France, le gouvernement, avec le chômage partiel, a à peu près fait le job en termes d'inégalité de revenus. Autrement dit, il a à peu près tenu. Il a à peu près tenu, je dirais, les deux manches de pilotage. Chômage partiel, pas trop d'inégalités qui ont explosé. En revanche... Du point de vue, ça c'est des revenus. Vous allez me parler des inégalités non pas de salaire, mais de patrimoine. Le sujet, il est là. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est un sujet, là pour le coup, les inégalités ont explosé. Et c'est le fameux surplus d'épargne des 200 milliards qui est accumulé depuis le confinement en mars 2020 et qui sont finalement la propriété d'une minorité de personnes. Ça s'est concentré sur une minorité de gens. Sachez qu'il y a des ménages très modestes qui ont même puisé dans leurs réserves. Donc non seulement ils n'ont pas épargné, mais en plus de ça, ils ont dû puiser pour, quelque part, survivre. Bon. Alors pour établir des équilibres, et c'est là où je pense qu'on peut être critique à l'égard du gouvernement, peut-être pas dans sa politique à l'égard des inégalités de revenus, mais à l'égard de sa politique d'inégalité sur les patrimoines, c'est que il faut actionner le levier de la fiscalité sur le capital. Et c'est ce que fait finalement, dans une certaine mesure, Johnson et Biden, et ce qu'on recommande le FMI. Or, en France, on a l'impression que c'est l'inverse qui se profile. Ils veulent baisser les droits sur les donations, en disant, en augmentant les abattements, en favorisant les donations, on permettra à ce stock de 200 milliards de descendre jusqu'à l'économie réelle et d'aller dans la machine. Or, ça, c'est pas totalement faux. Enfin, tout de même, c'est quand même un peu plus d'inégalité. Et donc, l'idée, finalement, de se dire, pour redistribuer cette manne, ne passons pas par les donations qui favorisent les familles. Ouais, c'était les petites donations de quelques milliers d'euros, qui étaient dans le viseur du gouvernement en termes de défiscalisation. Oui, mais il se trouve
que vous avez la plupart des ménages qui ne paient pas l'impôt sur les successions ou l'impôt sur les donations. Vous avez quand même des abattements qui sont élevés. Ouais, c'est juste. Mais Franck, est-ce que tout ça n'est pas symbolique? Parce que économiquement, on va pas se mentir, les chiffres sont têtus. On va pas rembourser la dette en taxant les riches. Hein. L'équation ne tient pas. Ça, je suis bien d'accord. C'est l'idée de se dire, il n'y a qu'à augmenter la taxation des riches et puis vous verrez. Non, absolument pas. L'ISF, on peut rétablir l'ISF, mais ça représente 4 milliards d'euros. Bon, par rapport au surplus de la dette, c'est rien du tout. On peut même le doubler, l'ISF. Ça ne remboursera pas du tout la dette. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est peut-être pas que symbolique, qui est aussi une question de paix sociale. L'idée que le gouvernement prend en compte les inégalités de patrimoine et que le patriotisme de la part des familles les plus fortunées ou des personnes les plus fortunées, eh bien c'est aussi quand même de mettre la main à la poche et de partager avec leurs compatriotes. Donc cette idée-là, elle n'est pas simplement symbolique. Elle fait aussi avancer une société qui, au fur et à mesure, se traduit par une efficacité. Bon. Après, la dette, il faut la rembourser. Hein. Alors, voilà, la dette, il faut quand même la rembourser. Bon, on sait très bien que lorsqu'on augmente l'impôt, ça ne marche pas. Enfin, jamais on a remboursé la dette en augmentant les impôts. Peut-être à un moment, l'Angleterre au XIXe siècle, elle a augmenté les impôts. Il se trouve que ça a été plutôt d'abord très inégalitaire. Et puis, si on n'augmente pas les impôts, on touche aux dépenses dans ces cas-là. Hein. Ben non plus, parce que vous allez baisser les dépenses. Là, alors je sais qu'il y a un débat au sein du gouvernement pour se dire est-ce qu'on baisse les dépenses un an avant les présidentielles ou alors est-ce qu'on essaye de trouver une autre idée. Baisser les dépenses aujourd'hui, c'est quand même, ça sera très difficile. Parce qu'on n'a pas encore repris le dessus d'un point de vue économique. Et puis, il ne s'agit pas d'être drogué à la dépense publique. Enfin, il y aura quand même des besoins à combler. On ne peut pas dire que c'est formidable d'applaudir à 20 heures le corps médical et à continuer à renouer avec une politique austéritaire. Donc on a vu, ça n'a pas bien... En plus, on l'a essayé de le faire en 2010, en 2012 pour rembourser la dette née de Lehman Brothers. Ça n'a pas très bien marché tout ça. Ça n'a pas du tout marché. Ouais, mais sauf que, attendez, si je vous suis, on n'augmente pas les impôts, on ne baisse pas la dépense, donc on fait comment pour rembourser cette dette? On s'inspire de l'histoire, on regarde un peu dans le rétroviseur et on se dit mais comment on a fait pour rembourser les dettes dans l'histoire, en particulier les dettes de guerre? Eh bien, on l'a fait grâce à l'inflation. Donc l'inflation, ça consiste... Ouais, mais c'est pas un bouton, l'inflation, sur lequel on appuie et qui se déclenche comme ça. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est ça le débat. Le débat, c'est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, on parle de tension inflationniste. Bon, la hausse des prix, elle se voit surtout dans les actifs boursiers. Elle ne se voit pas dans les prix, elle ne se voit pas du tout dans les salaires. C'est pour ça qu'au fond, derrière ce sujet de la fiscalité des plus riches, on peut imaginer que c'est finalement une forme de piège pour ne pas poser des problèmes, pour proroger un système et de ne pas poser des problèmes qui sont de nature, je dirais, systémique. Le vrai changement pour créer de l'inflation, ce serait de changer de politique économique qui ne reposerait pas sur des taux d'intérêt, des taux d'impôt élevés, mais sur le choix d'augmenter les salaires. Ouais, mais ça, on sait que c'est compliqué de le faire tout seul dans son coin. Il faudrait le faire au niveau de l'Europe dans ces cas-là. Oui, alors probablement, vous avez raison, au niveau de l'Europe, mais ça commencerait par restreindre l'échelle de la concurrence. Parce que quand les patrons disent on augmente les salaires mais on est moins compétitif, c'est pas totalement faux. Ils n'ont pas totalement tort, effectivement. Mais tout simplement parce qu'il va être compétitif dans un univers qui est ouvert aux 4 vents de la mondialisation. Donc effectivement, c'est quand vous avez des marges qui ne sont pas très élevées, ça pose un problème. Il faut aussi l'entendre, cet argument-là. Le problème, c'est que ça suppose de changer d'échelle de concurrence et de changer de système. La concurrence européenne, ça paraît assez sain qu'une concurrence mondiale. La vraie rupture, c'est pas la fiscalité du capital, c'est finalement la démondialisation qui amènerait une forme d'inflation assez vertueuse, qui permettrait à ceux qui sont endettés de se désendetter et qui permettrait aussi d'avoir une garantie pour les salariés qui ne perdent pas en pouvoir d'achat. Bon, en tout cas, on reste dans le sujet, mais en tout cas, le FMI nous parle d'une taxation temporaire, d'ailleurs des riches, et aussi des entreprises grandes gagnantes de la crise. On pense évidemment à Amazon ou d'autres GAFA.
Oui, alors vous remarquerez le temporaire. C'est-à-dire que quand vous l'avez présenté, le FMI, comme étant une institution qui n'est pas totalement communiste, évidemment, ils n'ont pas le couteau entre les dents. Ils disent c'est bien temporaire, c'est le temps le temps que quelque part les classes moyennes reprennent leurs esprits et les comptabilités publiques aussi. Effectivement, ça peut tout à fait se comprendre dans la mesure où même les aides de l'État, il faut admettre que les aides de l'État pour les commerces doivent être temporaires, le temps que ça réouvre. Donc cette idée de prendre des mesures le temps du mauvais temps, elle peut totalement se comprendre. Voilà, explication et point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. Merci beaucoup, Salut. David.